On va attaquer cette dernière partie de ce premier congrès des femmes homosexuelles avec le retour des ateliers auxquels vous avez participé tout à l'heure. Et chaque animatrice de chaque atelier va pouvoir donner un retour de ce qui s'est passé dans l'atelier, de ce qui est ressorti comme question, comme anecdote éventuellement, et donner peut-être des pistes aussi pour le futur. Et puis vous allez avoir ensuite de ça un temps évidemment pour lancer vos questions. Et les conférencières de ce matin, en tout cas 2 conférencières de ce matin sont encore là dans la salle. Donc si jamais il y a du temps et que vous n'avez pas pu poser une de vos questions ce matin, vous pourrez profiter encore d'en placer une petite dernière avant de faire la clôture de cette journée. Voilà. Alors à vous mesdames. Alors on commence avec l'atelier santé. Sylvie Berru, responsable de santé plurielle, et Natacha Tchetkouti, que vous connaissez déjà. Dans notre atelier santé, Natacha a commencé à présenter quelques résultats de son enquête en France, et notamment toute la question de la santé sexuelle et du suivi gynécologique des lesbiennes et puis des autres femmes ayant du sexe avec des femmes en fonction de leur parcours de vie. Et puis moi j'ai présenté des résultats de l'enquête PROFA qui a été menée en 2012 en Suisse romande, et puis plus spécifiquement les résultats qu'il y avait eu sur les questions de santé mentale, de comportement suicidaire et de consommation de substances. Et puis dans ces 2 enquêtes, on voit qu'il y a un certain nombre de problématiques qui sont particulièrement fréquentes chez les lesbiennes, mais surtout qu'il y a vraiment un manque de visibilité du lesbianisme dans le monde médical, qui a vraiment une sorte d'impensé autour de la sexualité lesbienne, et vraiment un grand besoin de formation et de sensibilisation du monde médical. On a notamment parlé aussi de la question des EMS et puis de la nécessité de former et de sensibiliser les soignants et les différents intervenants dans les institutions médico-sociales. Disons, c'est pour l'instant un peu problématique parce qu'il nous semble qu'il manque une sorte de cadre et de sorte de légitimité au niveau des institutions pour que les gens se sentent devoir ou être autorisés à aborder ces questions-là dans leur pratique. Et puis c'est vraiment encore un grand oublié dans les cursus de formation. Il y a une difficulté supplémentaire dans le système suisse, c'est le fait que la santé, comme le domaine de l'éducation, relève en grande partie des cantons, et qu'il y a donc une grande diversité au niveau des formations et des cadres institutionnels. Sinon, on a aussi parlé de la question des IST, de la difficulté d'aborder le safer sex avec ses partenaires. On a parlé des travaux et des ateliers que font les chlamydia. Et puis, on a aussi parlé de la campagne de l'EFSP que vous avez peut-être vue cet été, qui a fleuri sur nos murs, donc avec des jeunes femmes légèrement vêtues, accompagnées de préservatifs. Et donc c'est vrai que ce qui nous semblait globalement une bonne intention, mais disons peut-être pas extrêmement réfléchi sur quel message on veut véhiculer et vers quel public et dans quelle intention. Voilà. Je sais pas, Natacha, si... Non, je pense que tu as fait le tour, à part peut-être de rajouter aussi que ce qui a été noté, c'est la nécessité d'approfondir les formations au système scolaire, notamment auprès des enseignants et du monde de l'éducation en général, c'est-à-dire au-delà d'avoir un cadre légitime de lutte contre les discriminations qui prennent en compte par exemple les insultes.
Et aussi, quand même, la chose sur laquelle on a insisté, c'est qu'en ce qui concerne la santé, la référence à l'hétérosexualité reproductive est un vrai empêchement à la fois pour pouvoir s'énoncer en tant que lesbienne, par exemple chez des gynécologues, mais aussi pour les praticiens qui sont dans cette impensée du lesbianisme, toujours en référence à la question du cycle reproductif en ce qui concerne la sexualité, est un empêchement pour faire de bons diagnostics aussi. Voilà. Je ne sais pas si une participante de l'atelier trouve qu'il manque un élément fondamental dans cette santé. Ok. Ça ne semble pas être le cas. Merci. Alors peut-être un retour maintenant de l'atelier juridique par mesdames Émilie Valpen et Karine Lempen. Alors effectivement, nous étions 2 juristes à nous partager l'animation de l'atelier, donc je vais commencer par vous résumer ma partie, entre guillemets, et puis après Émilie Valpen vous résumera sa partie. Donc nous avons principalement parlé de la loi sur l'égalité entre femmes et hommes, qui est applicable uniquement au rapport de travail salarié, donc à la vie professionnelle. C'est une loi qu'on invoque contre son employeur ou son employeuse pour se plaindre justement d'une discrimination. Alors nous avons mis en évidence en fait que cette loi, même si elle s'appelle la loi sur l'égalité entre femmes et hommes, elle est aussi applicable aux discriminations fondées sur l'identité de genre. Donc si une personne transgenre, une femme transgenre subit des discriminations sur son lieu de travail, eh bien elle peut invoquer cette loi sur l'égalité entre femmes et hommes. Nous avons vu que la question de savoir si cette loi est aussi applicable en cas de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, cette question est pas définitivement tranchée, en tout cas pas tranchée dans le texte de la loi et pas tranchée par le tribunal fédéral qui est la dernière instance judiciaire en Suisse. Donc, suivant les avis de doctrine, on peut essayer de faire en sorte que cette loi soit applicable. Notamment, on a vu qu'elle peut être applicable en cas de harcèlement sexiste entre personnes du même sexe. J'entendais tout à l'heure qu'il avait été question de trouver un cadre juridique contre les insultes. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Alors justement, toutes les insultes homophobes sur le lieu de travail, là, entrent très clairement dans le cadre de cette loi, si c'est dans le milieu professionnel. On a vu aussi que l'autorité de conciliation du canton de Zurich a une pratique assez progressive et que notamment, elle a jugé discriminatoire au sens de la loi sur l'égalité entre femmes et hommes des cas de licenciement fondés sur l'orientation sexuelle, ou que les questions sur l'orientation sexuelle, évidemment, à l'embauche, sont considérées comme interdites. Donc on a été assez dans le concret. Et puis, dans la discussion, on a mis en évidence une grande faiblesse, en fait, de cette loi, qui est que c'est aux individus qui vivent des discriminations sur leur lieu de travail d'invoquer cette loi pour qu'elle trouve application. Il n'y a pas une autorité, il n'y a pas l'État qui d'office va contrôler dans les entreprises si la loi est bien appliquée. Si une femme discriminée sur son lieu de travail n'a pas l'énergie de se plaindre, n'a pas les moyens financiers pour le faire, les ressources psychologiques pour le faire, eh bien la loi ne sera tout simplement pas appliquée, la discrimination ne sera pas sanctionnée. Donc là, c'est évidemment une très grande faiblesse de notre droit suisse contre les discriminations. Donc ça, c'était un élément. Et puis, on a vraiment vu que cette loi, ça vaut la peine vraiment d'essayer de l'appliquer aussi, de dire aussi qu'elle est applicable pour les discriminations liées à l'orientation sexuelle, parce qu'elle offre une protection qui va plus loin que les dispositions générales de droit du travail. Donc, elle prévoit les indemnités spécifiques, elle prévoit des facilités en termes de preuves qu'il suffit d'apporter. Donc, c'est vraiment pas seulement un débat théorique, dogmatique, cette question de est-ce que c'est applicable en cas de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et pas seulement l'identité de genre. C'est vraiment un débat qui a des conséquences pratiques très concrètes. Voilà, donc moi, de mon côté, j'ai présenté un peu plus ce qu'on avait comme outil à disposition à côté de la loi sur l'égalité. Donc effectivement, comme l'a dit Karine, la loi sur l'égalité, ça reste à l'heure actuelle
l'instrument juridique, la loi la plus spécifique et qui offre la plus grande protection avec, comme vient de le dire, le plus de facilité au niveau de la procédure. À côté de ça, on a aussi des conventions collectives de travail, des CCT, qui peuvent prévoir une assimilation assez générale du conjoint au partenaire enregistré, l'inverse. Donc on peut avoir aussi une certaine protection avec d'autres instruments, qui ne sont pas forcément des instruments légaux, pas forcément ni de loi ni d'ordonnance. On peut aussi avoir des règlements d'entreprise. Et on a aussi des chartes, notamment la charte de la diversité, et des checklists à l'attention des entreprises pour qu'elles puissent mettre en œuvre en fait une égalité de traitement pour les personnes en couple, les personnes vivant des relations homosexuelles. Et on a invité les participants à l'atelier juridique à essayer de sensibiliser les employés, les employeurs, donc leurs collègues et puis leur entreprise à cette problématique LGBT et essayer de parler de ces outils qui sont mis à disposition par les associations pour pouvoir sortir un petit peu du placard et finir par avoir de fait, même si ce n'est pas avec la loi sur l'égalité ou un instrument juridique, quand même à disposition certains outils et une certaine protection. Je crois qu'on en était arrivé là. Je ne sais pas si participant à l'atelier aussi, peut-être une remarque ou un commentaire, quelqu'un d'autre. Visiblement pas. C'était clair. En fait, tout le monde dort, là. C'est l'heure de la sieste. Ça va ? Alors, on va continuer avec Madame Catel Bosser, qui est présidente du réseau professionnel des mampreneurs, qui sont les mamans entrepreneurs. Voilà, alors au cours de cet atelier, j'ai essayé de transcrire les observations que j'ai pu faire au sein de l'association des mampreneurs et d'en partager le bénéfice avec les participantes à l'atelier. L'atelier a été divisé en 3 parties. La première partie, on a essayé de définir qu'est-ce que c'est que l'argent, qu'est-ce qu'on projette dessus en termes positifs, en termes négatifs, et est-ce que tout ça a vraiment du sens. Et puis, on a un petit peu déconstruit toutes ces projections en se disant que finalement, l'argent, c'est qu'un écran blanc sur lequel on projette notre besoin de sécurité, notre besoin de paraître, notre besoin de s'affirmer, et que c'est pas sur l'argent qu'on va trouver les clés pour vivre mieux. C'est plutôt à l'intérieur de nous-mêmes. En deuxième partie, on a décrit les 3 grands mouvements, 4 grands mouvements qui sont observables par rapport à l'argent. Le premier, l'argent arrive et je le garde, donc c'est plutôt une position de rétention. Le deuxième, l'argent arrive et repart aussi sec. Donc là, c'est les personnes qui, dès qu'elles touchent leur salaire, redépensent tout et parfois même un peu plus. Le troisième mouvement qui est plus complexe, plus rare, mais néanmoins très violent, c'est j'arrive, je gagne bien ma vie, je garde bien l'argent et tout à coup je fais des choix qui sabotent tout et il repart et je le chasse. Et puis les participantes se sont plus ou moins situées par rapport à ces 3 mouvements, voir lequel leur ressemblait le plus ou pas. Et puis essayer de voir si c'était une posture qui leur convenait ou si elles avaient envie d'en changer. Et pour ça, on a été explorer un petit peu l'historique, l'enfance, comment s'est construite cette relation à l'argent au fil du temps, en fait. Les grandes conclusions, c'était que finalement, on avait un groupe assez serein sur ces questions. Enfin, les projections qui en sont sorties étaient plutôt plus positives que d'autres ateliers que j'ai pu animer. C'était pratiquement toutes des femmes en projet sur la thématique de l'argent, que ce soit un lieu de vie coopératif, que ce soit un achat immobilier. Donc il y avait déjà une bonne connaissance de base et puis une envie d'utiliser l'argent comme un outil pour mener à bien des projets concrets d'épanouissement et de relations. Et puis après, encore une fois, on est un petit peu en comparaison, mais c'est pas le but. Je retrouve beaucoup de choses qui sont communes avec les mampreneurs. Il y a quand même, comme toutes les femmes, une position, une difficulté. Enfin, faut que je trouve mes mots là. Un décalage par rapport aux hommes sur les thématiques de l'argent, où on se met un petit peu en retrait, où on n'ose pas utiliser l'argent comme quelque chose qui va servir à réaliser nos projets de vie. On a l'impression de ne pas y avoir droit ou de ne pas oser le demander, un manque de confiance en soi sur ce thème-là. Et puis, une composante éthique, très équitable à tous les projets qui sont exposés. Il y a vraiment un souci de bien faire, un souci d'aller vers un monde meilleur et plus juste. Et c'est en ça que je trouve les femmes formidables.
Voilà. Alors, je propose qu'on passe aux questions. Je suis sûre que vous en avez des nombreuses pour toutes ces personnes. Alors, qui a envie de démarrer avec une question sur l'un ou l'autre de ces ateliers ou des thèmes qui ont été abordés, pas forcément sur les ateliers directement. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Alors là, on va se marrer. Alors, j'ai besoin d'une animatrice. Oui, c'est pas une question, c'est une remarque par rapport à ce que tu viens de dire, mais d'autres. Je suis très affligée par le fait qu'ici, on est entre femmes et que vous êtes très nombreuses à parler au masculin. Tu dis pas tous en même temps. Voilà, c'est une remarque. Merci Catherine. Okay, alors moi, j'ai une question. C'était pour les juristes. Tu parlais tout à l'heure de la loi sur la discrimination qui peut être utilisée. Est-ce que l'écart salarial, qui est encore très fort entre les hommes et les femmes, peut être dénoncé comme une discrimination ? Est-ce que la loi peut entrer en matière si une femme apprend que pour le même travail, le même poste occupé, elle est moins payée que son collègue ? Est-ce qu'elle peut attaquer son employeur et obtenir quelque chose ? Alors la discrimination salariale est effectivement un motif d'application de la loi. Maintenant, tu as parlé d'écart salarial. Et là, les juristes font une différence, en fait. Parce que la discrimination salariale, c'est un écart salarial qui n'est pas justifié. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qui n'est pas justifié ? Eh bien, justement, dans le domaine salarial, on considère que si un écart salarial est justifié par des différences au niveau des années d'expérience professionnelle, par exemple, ce sera un écart salarial justifié, donc ce ne sera pas une discrimination salariale au sens de la loi sur l'égalité, quand bien même cette différence en termes d'années d'expérience professionnelle qu'on a pu acquérir, elle est évidemment liée au fait que les femmes, bien plus que les hommes, se retirent du marché du travail pour s'occuper de leur famille. Donc là, c'est vrai qu'il y a vraiment une différence à faire entre les inégalités salariales, l'écart salarial, qui est dû, en fait, effectivement, à des inégalités entre femmes et hommes au niveau de la répartition des rôles aussi dans la famille, qui peut être la conséquence de ça. Et puis la discrimination salariale, qui seule, elle, est interdite par la loi sur l'égalité entre femmes et hommes, qui peut donner lieu à un procès. Donc, lorsqu'on invoque une inégalité salariale, il faut qu'on réussisse à rendre vraisemblable, puisqu'il ne faut pas complètement prouver la discrimination, c'est ce qu'on a vu, mais simplement donner des indices pour montrer que le collègue X de sexe opposé, bien qu'il ait un cahier des charges similaire et bien qu'il ait un nombre d'années d'expérience professionnelle comparable, eh bien, il gagne plus. Mais par contre, s'il se trouve qu'il a plus de responsabilités hiérarchiques, on ne peut pas se comparer. Donc, on ne peut pas appliquer la loi sur l'égalité. Ceci dit, s'il a plus de responsabilités hiérarchiques, c'est peut-être bien parce qu'il est un homme, et sinon on ne les a pas, c'est peut-être bien parce qu'on est une femme. Oui. Il y a quand même une inégalité quelque part. Voilà, il y a une inégalité, mais elle sera considérée comme justifiée au sens de la loi sur l'égalité. Donc, on ne pourra pas attaquer cette inégalité en justice. En revanche, on est bien d'accord que cette inégalité, elle est la conséquence de ce que les sociologues appellent la ségrégation sexuelle du marché de l'emploi, en fait. Le fait que les femmes sont sous-représentées aux postes à responsabilité et dans les emplois les plus valorisés. Le plafond de verre. Voilà. Tout à fait. Elles sont sous-représentées aussi. Après, moi, je parle au niveau français parce que ça ne va pas. Mais récemment, au mois de mai, il y a eu on a beaucoup parlé du fait qu'en une semaine, on a eu la directrice du musée Picasso qui a démissionné. On a eu également des critiques sur Madame Royal. Tout ça en une semaine et sur des femmes qui avaient des responsabilités. Et tout ça, il y a eu, en fait, on a légitimé le fait qu'elle ne soit pas là. Si ça avait été un homme, légitimé le fait qu'elle parte. Si ça avait été des hommes à ces responsabilités-là, on aurait dit, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent. C'est des hommes qui, ils savent ce qu'ils veulent, ils portent ce qu'ils veulent. Mais si c'est des femmes, et c'est ce qui a été dit dans Le Monde, en fait, dans le journal Le Monde,
c'est que c'était des petites cheftaines avec qui caractérielles, avec qui on ne savait pas travailler. Donc en fait, on légitime une inégalité à tout niveau, que ce soit au niveau de rémunération, au niveau du pouvoir, et on laisse s'installer un plafond de verre qui au final n'est plus un plafond de verre, mais vraiment une montagne. Et dès qu'une femme arrive à s'asseoir sur ce plafond de verre-là, arrive à aller au-dessus, on fait tout pour la moindre petite erreur va lui casser du sucre sur le dos, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, c'est excusez-moi du terme, c'est con, mais c'est comme ça, quoi. Et on est des femmes, et au final, naturellement, on sera toujours en dessous des hommes, sans vouloir vexer personne. Enfin, la société veut ça. On sera naturellement ou non, mais culturellement, voilà, plutôt. Culturellement, on sera toujours en dessous, et même professionnellement parlant, et même si derrière on a des lois et on a un système juridique qui en ce moment fait qu'on veut une égalité, on a encore de la marge avant d'arriver à l'avoir. Ça, c'est vraiment la question des limites du droit, hein. Il y a des instruments juridiques, mais dans quelle mesure est-ce que le droit est vraiment un instrument propre à aussi faire évoluer les mentalités, puisque finalement, ce que vous venez de décrire, voilà, c'est un problème aussi au niveau des stéréotypes de genre, des mentalités qui n'évoluent pas. On ne voit pas les femmes dans certains rôles dirigeants. Du coup, on se permet de parler d'elles de certaines manières, comme dans les exemples que vous donniez. Et voilà, on peut avoir une optique optimiste en disant si, par exemple, une loi sur l'égalité entre femmes et hommes, elle a aussi une portée transformatrice, elle est là vraiment pour faire changer les normes sociales, ou alors on dit le droit, il prend simplement acte des rapports de pouvoir tels qu'ils existent dans la société, et puis il en est le reflet, et à la limite même il est légitime. Enfin, je parle un peu théorique, mais c'est vrai que oui, c'est bien ça le problème. On a des instruments juridiques, mais après il y a tout ce qui se passe au niveau des mentalités, des stéréotypes sur lesquels on n'a qu'une influence limitée. Surtout, il y a des moyens de les interpréter. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui veulent parler. Moi, je connais rien au juridique, je connais rien au juridique, je suis pas du tout experte dans le domaine, mais juste pour donner un exemple de ce qui peut être fait, j'ai une équipe de commentateurs sportifs, ils sont 25, il y a 2 femmes. Les hommes gagnent d'emblée 20% de moins que les femmes pendant 2 ans. Ça crée un monstre débat, ils sont super fâchés, et on se pose et on discute et on explique pourquoi les femmes gagnent moins que les hommes dans toute l'économie, toute l'année, et vous, pendant 2 ans, vous allez expérimenter cette inégalité. Après, ça se rééquilibre, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et ces jeunes hommes seront des cadres un jour, et j'espère qu'ils se souviendront de ça. Et c'est comme ça qu'on peut agir aussi au quotidien sur des petites choses, faire changer, discuter, et puis on ne peut pas tout reposer sur l'appareil juridique, à mon avis. Et par ailleurs, effectivement, je partage votre avis sur le fait que, non, bien sûr, ça, tout le monde est d'accord sur le fait que ce n'est pas une détermination naturelle, ça, je pense que pour tout le monde, c'est acquis. Mais et si on prend aussi l'exemple d'autres pays européens qui, justement, n'ont pas des politiques seulement incitatives, mais des vraies politiques presque coercitives, par exemple la Suède. Sur le taux en Suède, par exemple, ne serait-ce des congés parentaux, c'est quasi à égalité hommes-femmes. Le taux de la représentativité politique est de 47% pour les femmes, 50% pour les hommes, il y a encore 3% d'écart, mais enfin c'est bien loin de la France qui est à la 18e position, par exemple. En Europe, sur les 27 pays européens. Donc, et on le voit pendant ce pays où il y a une politique d'égalité réelle qui s'est mise en place et où du coup il y a des écarts, et à la fois sur la question domestique, parentale, politique et salariale, qui est bien moins fort que dans les autres pays. Donc voilà, il n'y a pas une détermination logique. Et pardon, juste pour ce que vous disiez, c'est que la semaine dernière, alors qu'effectivement il y avait tout ça dans le monde et dans la presse en France, juste rappeler aussi qu'en même temps, le ministère des droits des femmes a disparu et que maintenant c'est rattaché à un secrétariat d'État qui n'est même plus des femmes, mais c'est à la santé et au handicap. Je vais peut-être encore ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que bien évidemment on a le droit d'un côté et la pratique de l'autre, et les grandes théories juridiques qu'on fait, quand on les met en pratique, ne sont pas forcément aussi faciles à appliquer que ce qu'on pense. Mais d'un autre côté, je suis entièrement convaincue que le droit évolue aussi grâce à la pratique. C'est grâce à ça qu'on arrive à avoir des législations, des dispositions. Et puis, je pense qu'il faut vraiment qu'on continue
à, même si on ne dispose pas encore des instruments juridiques, se battre pour des droits qu'on considère comme justes afin de pouvoir à la fin obtenir cette légitimation au niveau juridique. On a aussi, par exemple, des recommandations d'autres pays. Je pense notamment à l'examen périodique universel. C'est pour les non-juristes, les personnes qui connaissent un petit peu moins. Donc en fait, ça découle du Conseil des droits de l'homme. Chaque pays est soumis sur un cycle de 4 ans à une évaluation au niveau des droits humains par d'autres pays. La Suisse a fait 2 fois cet exercice, une fois en 2008, une fois en 2012. Et à chaque fois, il y a eu des recommandations qui ont été faites par d'autres pays, notamment par rapport aux droits LGBT. En 2008, il y a eu 2 recommandations qui ont été rejetées par la Suisse, mais qui ont quand même aidé à la LPART. Et en 2012, il y a encore eu 3 recommandations qui ont été faites à la Suisse, qui ont aussi été rejetées. Mais néanmoins, ça crée une pression sur le législateur pour pouvoir adopter petit à petit des instruments législatifs qui nous donnent des droits. Donc je pense que c'est intéressant de même si actuellement on n'a pas encore de droits qui découlent de lois ou d'ordonnances, de continuer à pouvoir se battre pour et à faire évoluer aussi le droit. Moi, j'avais une question, c'est un peu tangentiel maintenant, mais c'est quand même lié, et c'est pour tout le monde en fait. Est-ce que vous le trouvez, je pense que quelqu'un l'a mentionné plus tôt, les années d'expérience, est-ce que vous trouvez que c'est juste et juridiquement défensible de lier une salaire à des années d'expérience au lieu de, comme moi j'ai vu en Angleterre par exemple, la même salaire pour le même travail ou les mêmes responsabilités? Disons que dans la fixation du salaire, il y a les éléments qui ont trait au poste, donc notamment le degré de responsabilité, les tâches qui devront être accomplies, puis après il y a les éléments, en tout cas en Suisse, liés à la personne. Et dans ces éléments liés à la personne, c'est notamment l'expérience professionnelle de la personne. Donc, en tout cas, ça c'est ce qui se fait habituellement. Donc, sur le plan juridique, oui, c'est tout à fait défendable et c'est même souvent... c'est comme ça. Maintenant, est-ce qu'on trouve ça légitime? C'est vraiment la grande question. C'est lié à une autre question du temps partiel, parce qu'en Suisse, la grande majorité des femmes, finalement, travaillent à temps partiel. Et alors, comment est-ce qu'on comptabilise l'expérience professionnelle pour les temps partiels? Est-ce que si vous avez travaillé 10 ans à 50%, alors est-ce que vous avez que 5 ans d'expérience professionnelle? Ça, c'est évidemment que non. Hein. Surtout qu'on sait que les travailleuses à temps partiel sont 2 fois plus efficaces et réussissent à faire la même chose que des personnes qui travaillent à des taux d'activité plus élevés. Parenthèse fermée, mais voilà, oui, c'est des questions, effectivement, dans le système actuel tel qu'il fonctionne, oui, c'est un motif légitime. Maintenant, effectivement, on peut l'interroger. Mais je demande parce que l'évolution dans ce sens, ça peut aider à évaluer la loi en général. Si on base l'évaluation d'un travail sur les points objectifs ou les mesures qui sortent à la fin, au lieu de cette personne comme femme, comme lesbienne, comme vieux ou jeune ou quoi que ce soit, on part dans la direction beaucoup plus juste. Je trouve que je vois maintenant avec les situations juridiques en Suisse. Mais c'est un point de vue. Je pense, pour ma part, que là, on est limité par un problème pratique. C'est-à-dire que la loi, particulièrement la loi sur l'égalité, ne limite pas les moyens de preuve pour démontrer une discrimination, bien une inégalité salariale. Donc on peut avoir recours à beaucoup de choses. On peut prendre des tableaux comparatifs, on peut demander les fiches de paye d'autres collègues. Mais il va falloir qu'au final, on arrive à démontrer qu'il y a une inégalité objective. Et du coup, il va falloir qu'on ait des moyens de preuve qui soient justement objectifs. Donc je pense que même si ce n'est pas forcément juste de manière structurelle, la manière dont on fixe ce salaire, quand on se retrouve en procédure devant un juge, ça paraît compliqué de pouvoir objectivement, sans pièces comme ça... je dirais facilement palpable, justifier une inégalité salariale. Je ne sais pas si peut-être Karine a d'autres choses à rajouter par rapport à ça, mais je pense qu'on se heurte vraiment à un problème pratique. Je n'ai rien à ajouter. On pourrait par exemple exiger des entreprises qui aient des tabelles qui soient officielles, par exemple.
Tout en à fait. exigeant comme à l'État, par exemple, à l'État, il y a des salaires avec des tabelles bien précises, connues de tout le monde, et ça, il faudrait peut-être demander plus de transparence dans les salaires. Ça pourrait être un des moyens. Je pense aussi au moment où de la conclusion du contrat, ça peut être utile de demander un cahier des charges et puis de vérifier en fait dans la pratique que notre cahier des charges sur le papier correspond bien au cahier des charges dans la pratique. Ça permet après justement de pouvoir justifier une augmentation de salaire ou pour l'employeur cas échéant une diminution du salaire. Alors c'est sûr que la transparence salariale, c'est une revendication qui revient sur la scène politique régulièrement, qui effectivement aiderait beaucoup. Dans le secteur public, comme vous dites, oui, c'est plus facile parce qu'il y a des classes. Ceci dit, à l'intérieur d'une classe salariale, il peut y avoir des différences injustifiées et donc discriminatoires énormes, parce que des fois, les classes salariales, comme vous le savez, elles fixent un plafond, mais des fois, elles n'ont pas de plancher, par contre. Et à l'intérieur d'une classe, il peut y avoir vraiment il y a de la marge pour l'arbitraire, malheureusement, aussi. Une toute petite question par rapport à la valorisation, comptabilisation du 50% en nombre d'années d'expérience. Est-ce que ça fait référence à la législation ou de la jurisprudence, ou c'est simplement votre avis Il y a de la jurisprudence au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, sauf erreur. Il n'y en a pas au niveau suisse, à ma connaissance. Non, il n'y a pas de norme de la loi qui définit comment est-ce qu'on doit prendre en compte ceci. Donc c'est une question ouverte. Ouais. Et les modes de calcul sont souvent extrêmement complexes et du coup, je parle d'expérience, c'est peut-être mon expérience et elle n'est peut-être pas applicable à la majorité, mais moi j'ai l'impression que les modes de calcul sont extrêmement compliqués et du coup, à moins d'être un expert de la chose, c'est assez difficile de vérifier si oui ou non il y a une discrimination objective, quoi, parce que franchement... La difficulté, c'est de vérifier ou de même penser que peut-être il y a un mauvais calcul et puis comment il est pris en compte. C'est tout à fait vrai. Ceci dit, maintenant, il y a un effort pour prendre en compte, par exemple, aussi les expériences acquises en dehors de la sphère professionnelle, ce qui, évidemment, qui va dans le sens des femmes, qu'elles puissent aussi montrer qu'elles ont acquis des compétences organisationnelles en gérant leur famille, par exemple. Donc c'est vrai qu'on peut aussi avoir des points, entre guillemets, pour les années qu'on a passées à élever 4 enfants. Mais c'est des efforts qui sont faits, mais pas dans toutes les entreprises du secteur privé, mais dans les administrations en tout cas plutôt. On a une dernière question ici qui va être posée, et puis après cette question, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, je vais attaquer la clôture de cette journée. Merci. Moi, ma question, c'est par rapport donc, aux lois pour protéger des insultes homophobes, donc il n'y en a pas, si j'ai bien compris, ou des insultes, ou bien des discriminations, etc. Et donc, vous avez dit qu'on utilise la loi sur l'égalité entre hommes et femmes. Et j'aimerais savoir si on arrive bien à défendre toutes les situations dans lesquelles il y aurait discrimination, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose quand même, des discriminations homophobes ou entre hommes et femmes. Et s'il n'y a pas besoin de créer une loi justement pour protéger plus spécifiquement de la discrimination contre les homosexuels. Moi, je peux répondre à la première partie de la question, c'est-à-dire par rapport à cette protection contre les propos homophobes. Là, il y a une jurisprudence très claire du tribunal fédéral qui dit que tout ce qui est aussi plaisanterie sexiste, propos sexistes, et par sexiste, on entend aussi homophobe, ça entre dans le champ d'application de la loi sur l'égalité, donc c'est considéré comme du harcèlement sexuel au sens de cette loi, et donc interdit dans le cadre de cette loi. Donc ça, c'est le droit actuel, mais qui vise uniquement donc le lieu de travail. Par contre, effectivement, on n'a pas de dispositions pénales similaires à celles contre les propos racistes. Et alors là, évidemment que, oui, comment dire, je ne sais pas si j'exprime une opinion personnelle, évidemment que là, il y aurait un besoin de révision. Et sauf erreur, c'est le canton de Genève qui a déposé une initiative dans ce sens. Une initiative qui a été rejetée par la commission juridique du Conseil des États. Oui. Ok, merci beaucoup. Finalement, il y a eu pas mal de questions, puis je suis sûre qu'on pourrait continuer comme ça avec vous. C'est super passionnant. On va arriver au terme de cette journée. Je vais essayer de trouver mes mots jusqu'à la fin.
J'aimerais signaler les prochains événements qui concernent toute la communauté LGBT. Tout d'abord, il y a le festival Ainsi soit-elle qui continue. Donc ce soir, dans cet endroit, mais c'est la salle de spectacle en haut, il y a Océane Rosemary qui donne son spectacle La lesbienne invisible. Alors vraiment, je vous invite à aller le voir. Si vous n'avez pas de place, il y en a encore. Et c'est super drôle, vous allez passer un super bon moment. Demain soir, Marie Nemo Maman fait son coming out. Donc un spectacle aussi qui aura lieu dans la salle du haut. Et il y a aussi encore quelques places. Et puis à Genève, à partir du 19 septembre, c'est-à-dire vendredi prochain, commence pour 10 jours le festival de cinéma LGBT Everybody's Perfect. Donc toutes les informations sont en ligne, sont en réseau, sur nos sites. Voilà, allez sur Internet, ça se passe au Grutli, sauf erreur. Voilà, merci beaucoup. Et puis au mois de novembre, vous allez avoir un agenda très chargé pour cet automne. Au mois de novembre, les assises, la diversité au travail, un enrichissement mutuel. Ça se passera à Genève, à la Haute École Sociale, le 28 et 29 novembre. Et là, on va vraiment, enfin les intervenants et les intervenantes vont vraiment, pendant 2 jours, décortiquer tout ce qui se fait et tout ce qui peut être fait dans le monde du travail à tous les niveaux. C'est-à-dire pas seulement pour des questions de rentabilité des entreprises, pas seulement pour les cadres, mais vraiment dans tous les secteurs professionnels. Donc, save the date, sauvez la date, mettez ça dans vos agendas. Je fais juste une petite incartade. 11 octobre, c'est la journée du coming out, donc si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment ou jamais. Chacun à son rythme. Chacune et chacun à son rythme. Voilà, je vais passer à la partie des remerciements. Karine, je fais juste encore en note. Oh, mais tu vas te taire, Barbara. En juin 2015, il y a un événement extrêmement important, c'est la Pride en Valais. Alors, je suis obligée en tant que valaisanne de faire un petit peu l'ambassadrice. Donc, vous pouvez aller sur le site internet www.pridevalais-valis 2015 si vous avez besoin d'informations. Mais réservez déjà la date, 13 juin 2015, ça va être exceptionnel. Merci d'avoir ajouté ça. Effectivement, c'est un événement important. On rajoute une petite place pour Martine qui nous rejoint. Voilà, alors évidemment des remerciements. Je vais commencer par Coralie, Sophie de l'équipe de Coraclip. C'est elles qui ont filmé toute la journée, qui ont filmé les conférences et c'est hyper important parce que en fait ça va être relayé sur tous nos sites à partir de la fin du mois de septembre. A priori, le montage des conférences sera fait. Ça permettra d'aller réécouter des conférences pour celles qui dormaient un petit moment. Ça permettra de donner ça à toutes les personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui et puis de continuer de diffuser ce qui a été dit et fait aujourd'hui. Et ça, c'est super important pour tout le monde. Donc, je vous invite vraiment à les partager. On fera circuler toute cette information. Et évidemment, ça ne pouvait pas être filmé sans qu'il y ait du son. Alors, je remercie Lucie qui est restée toute la journée dans son petit coin là-bas. On l'a un peu abandonnée, mais c'est elle qui a géré le son de toute la journée des conférences et merci beaucoup, vraiment. Guénaël et Véronique ont pris des photographies, donc on va pouvoir les relayer plus rapidement, les mettre sur les pages Facebook, etc. de cette journée. Donc merci à Guénaël et Véronique. À toutes les bénévoles, évidemment, sans qui cette journée n'aurait pas pu avoir lieu. C'est-à-dire que vous avez vu, il y a une grande équipe de bénévoles qui a géré tout ce qui est question logistique et au bar et votre accueil. Donc je ne vais pas toutes les nommer, je nomme juste le responsable, Paola Caminiti, qui est présidente de Hellwork et qui a géré toute la logistique de la journée. J'aimerais dire que le buffet que vous avez eu à midi était géré par la ferme vaudoise. Donc c'était que des produits locaux de tous les agriculteurs et agricultrices du coin. Et ça, c'est important de le dire, on voulait que ce soit aussi quelque chose comme ça. Et puis que le vin qui est au bar, c'est que des vigneronnes. Donc voilà, allez boire tout à l'heure. D'ailleurs, quand on conclura vraiment, je vous inviterai à aller dans la direction du bar et à quitter un petit peu la salle ici parce qu'on va devoir la ranger, la réaménager assez rapidement. Mais vous pouvez encore aller au bar, vous pouvez vous balader dans le parc, vous pouvez profiter de tout le reste de l'espace. Mais ici, par contre, il faudra quitter un petit peu les lieux. Qu'est-ce que je vais vous dire encore que si vous êtes à la radio, si vous avez la radio, écoutez la radio ce soir à 18h25. La radio, la première, vous aurez peut-être une surprise. Voilà.
Et puis je vais passer aux remerciements de toutes ces intervenantes. Une nous a quittés, c'est Barbara Schwickert qui a dû rentrer un petit peu plus tôt. Mais j'aimerais vraiment remercier Martine Roy. On va quand même signaler que c'est du vin valaisan. Et pour chacune des participantes, au lieu d'un bouquet de fleurs, on a prévu quand même autre chose. Voilà. Sylvie Berru de Santé Plurielle. Natacha Tchetkouti, qui est venue de Paris exprès pour nous. Merci. Karine Lempen, juriste. Catel Besser, présidente des Mampreneurs. Et Émilie Walton, également juriste. Merci beaucoup à vous. J'aimerais ajouter quelque chose. Un grand merci aux coordinatrices de la journée, à l'origine de ce congrès, qui sont Barbara Lantemann et Karine Landolt. Sans elles, voilà, bonne fin de journée, bon week-end et à bientôt pour un autre congrès.